Les années 50. Boom économique dans les pays occidentaux. Guerre dans les colonies. Algérie, Corée, les conflits se multiplient. Aux États-Unis, les Rosenberg sont exécutés et le sénateur McCarthy déclenche sa chasse aux sorcières. Le roi est mort, vive la reine. Élisabeth II est couronnée avec faste dans l'admiration générale. En Europe, on aspire au rêve américain. Le blue jean, sa musique, le rock'n'roll et ses boissons fétiches, le Coca-Cola. Les ados rebelles se reconnaissaient dans James Dean, qui meurt à 24 ans, coincé dans sa Porsche. Les lumières de la ville triomphent, mais Charlot s'exile. En Italie, Federico Fellini a été récompensé aux Oscars pour La Strada. Des millions de gens écoutent la radio, mais dans le coin obscur de plus d'une pièce, de petites boîtes émettent des images dans un bain de lumière argentée. L'âge de la télévision a commencé. Grace Kelly, épouse régnée de Monaco. Ils ont essayé de fabriquer d'autres Marilyn Monroe, mais ça n'a jamais marché. Cette déclaration est en fait l'hommage du réalisateur Billy Wilder à son actrice favorite, qu'il dirigea dans 2 des plus grands succès de sa carrière. En fait, je suis né dans une famille aisée, sous le nom de Samuel Wilder, dans l'Autriche de 1906. Contrairement à la plupart de mes futurs confrères, ou à ce qu'ils prétendent, moi je n'ai jamais ressenti l'appel du spectacle. Alors qu'Otto Preminger, né la même année que moi, devient le disciple numéro 1 de Max Reinhardt, moi, je ne m'intéresse qu'à la réalité et à la vie, pas au théâtre et à ses fantasmes. Après avoir achevé mes études à Vienne, je deviens reporter et me spécialise dans le journalisme d'investigation. Je n'oublierai jamais mes débuts. Et je réglerai plus tard mes comptes avec la presse à scandale dans mes films comme Le Gouffre aux Chimères ou Spécial Première. Ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait toujours construire des personnages crédibles et conserver des comportements réalistes, même dans les comédies les plus loufoques. C'est seulement dans ce cas que l'histoire tient debout. Are we dressing for dinner? You know, just come as you are. So you're pretty good with that racket. You should see my backhand. Where do you see me serve the meatballs? J'avais à peine 20 ans et déjà précédé par une flatteuse réputation lorsque je partis m'installer à Berlin en 1926. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau. La UFA remarque mes papiers et m'engage comme scénariste. Mes thèmes de prédilection apparaissent dès les premiers scénarios. Jeu sur l'équivoque, échange d'identité, fascination pour l'Amérique. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que Samuel Billy Wilder est juif et que le nouveau maître de l'Allemagne s'appelle Adolf Hitler. Le lendemain même de l'incendie du Reichstag, je fais mes valises et prends le train pour Paris. J'ai toujours aimé changer d'horizon. Et ce n'est pas sur une terre que l'on trouve ses racines, c'est dans son histoire et son passé. Eh bien moi, je pense que c'est là où l'on vit que l'on fabrique ses racines. Je sais de quoi je parle, moi qui n'ai jamais connu mon père. Je suis née le 1er juin 1926 au General Hospital de Los Angeles. Mes grands-parents maternels, disciples fanatiques de l'église évangéliste, me baptisent Norma Jean Baker. Ils sont rapidement internés dans un asile psychiatrique, bientôt rejoints par ma mère. Joli début dans la vie. Je navigue d'orphelinat en famille d'accueil plus ou moins répugnante, où je suis humiliée, battue, violée. Un premier rayon de soleil vient d'éclairer ma vie. J'ai découvert une affiche de la grande actrice aux cheveux platines, Jean Harlow. Comédienne la plus populaire de la première moitié des années 30, Jean Harlow renouvelle l'image de la vamp. À la beauté sophistiquée des séductrices d'Hollywood, elle rajoute naturel, ingénuité et sensualité.
Je ne réalisais pas encore que j'allais connaître la même fin dramatique, incapable tout comme elle de trouver le bonheur malgré le succès. À Paris, Wilder coécrit et co-réalise le film Mauvaise Graine, puis s'embarque pour le Mexique. À la frontière, il attend son visa d'entrée pour les États-Unis. En quelques mois, Billy Wilder, associé avec Charles Brackett, devient l'un des scénaristes les plus cotés d'Hollywood. Il écrit entre autres deux des plus grands succès d'Ernst Lubitsch, La 8e femme de Barbe Bleue et Ninotchka. Wilder soigne sa publicité dans les soirées mondaines. Ses bons mots et ses réparties cinglantes font la joie de la profession. You like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. En 1944, Wilder donne son plus beau rôle à Barbara Stanwyck en signant l'un des chefs-d'œuvre du film noir, Assurance sur la mort. Le petit réfugié, en moins de 10 ans, a réussi une intégration exemplaire. Between us. How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? I can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not going to hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you. Because you're going to do it and I'm going to help you. Yes, from the moment they met, it was murder. Always behind them with his devilish hunches and his brilliant brain was Keyes. The murder's never perfect. Always comes apart sooner or later. And where two people are concerned, it's usually sooner. Could they get away from him and his relentless pursuit? And could they get away with murder? I'd have the cops after her so quick it'd make her head spin. Now, we know the Dietrichson dame is in it, and somebody else. Only you haven't got a single thing to go on, Keyes. He'll show. He's got to show. Sometime, somewhere, they've got to meet. J'accepte ma première demande en mariage à 16 ans, dans l'espoir de créer enfin le foyer que je n'ai jamais connu. Je suis déjà en train de suivre les traces de Jean Harlow, qui s'est mariée elle aussi très tôt, pour les mêmes mauvaises raisons. 4 ans plus tard, alors que je travaille comme ouvrière dans une usine de fabrication de parachutes, un homme chargé de prendre des photos de propagande pour l'armée me découvre. En 1946, je deviens une des premières pin-up girls. Mon premier quart d'heure de gloire. Mais aucun studio ne m'appelle et je finis par tout perdre. Plus de travail, plus d'argent. Au bout du rouleau, et afin de pouvoir payer le loyer, j'accepte de poser nue pour un calendrier. Je pensais que ces photos scandaleuses allaient mettre un terme définitif à ma carrière naissante. Mais c'est le contraire qui se produisit. La Fox me fit passer un bout d'essai. Le studio fut emballé et me demanda de changer de nom. Je choisis le prénom de Marilyn, en hommage à l'actrice Marilyn Miller, et pris le nom de mariage de ma grand-mère, Monroe. Marilyn Monroe était née. J'espérais qu'elle allait avoir plus de chance que moi. J'accumule les apparitions insignifiantes, mais ne me décourage pas. En 1949, je fais une brève apparition aux côtés de Groucho Marx dans La pêche au trésor. Je me sens enfin prête pour le rôle qui va lancer ma carrière. J'incarne Miss Caswell, une jeune starlette présentée à Bette Davis par George Sanders dans Ève. Joseph Mankiewicz, le réalisateur, m'a dit après le tournage que mon ingénuité désarmante m'avait permis de sortir la tête haute de mon affrontement avec le monstre sacré. Ce qui permet à Wilder, malgré sa sensibilité européenne et sa grande culture classique, de s'intégrer à Hollywood, c'est qu'il adore cette ville et ce qu'elle représente. En 1950, il réalise le chef-d'œuvre de sa vie avec Boulevard du Crépuscule. Une déclaration d'amour vache à Hollywood.
Cécile B. DeMille et Erich von Stroheim apparaissent dans leur propre rôle, comme le feront plus tard Henry Fonda et Michael York dans Fedora, la suite de Sunset Boulevard. Un cadavre est découvert flottant dans la piscine de la villa de Norma Desmond, une ancienne star du muet incarnée par Gloria Swanson. Le cadavre, avec la voix de William Holden, va raconter au spectateur les circonstances qui ont mené à son assassinat. Quant à Gloria Swanson, elle rejoue la Bathing Beauty qu'elle fut à ses débuts chez Max & Net et elle se repasse en boucle des extraits de son film fétiche Queen Kelly. Ce cruel jeu de miroir entre réalité et fiction obtient un succès considérable, ouvrant la voie à toute une série de grands films qui traiteront le thème de la création dévorant la vie des artistes. You'll read the big black headlines about Norma Desmond and this Hollywood scandal. But you'll never read the true story about the rest of us who were part of it. Me, for instance, Joe Gillis, a promising young writer from Dayton, Ohio. And Betty, that nice kid I met at a Hollywood party, who knew nothing about me, but knew what she wanted. Well, we should have lived happily ever after, like they do in the movies. But this was different, because this is a Hollywood story about the people who make the movies. The little ones that you never hear of, like Betty and me. The great ones, like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond. What I'm trying to say is that I'm all wrong for you. You want a Valentino, somebody with polo ponies, a big shot. What you're trying to say is you don't want me to love you. Say it. Say it. Après sa prestation remarquée dans Eve, Marilyn enchaîne des rôles de plus en plus importants aux côtés de partenaires prestigieux, Cary Grant, Richard Widmark, Joseph Cotten et Jane Russell. En 1953, on admire Marilyn dans deux pétillantes comédies, Les hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks, puis dans Comment épouser un millionnaire. Mr. Esmond and I are going to be married. To each other? Of course to each other. Who else to? Well, I don't know about you guys. I always sort of figured Lorelei would end up with the Secretary of the Treasury. My little angel, you don't even know there's a certain kind of gal would take advantage of a situation of this sort. May I kiss your hand? I always say a kiss on the hand feels very good, but a diamond tiara lasts forever. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. En 1954, Marilyn, enfin devenue tête d'affiche, épouse le champion de baseball Joe DiMaggio. Ce mariage très médiatisé échoue en quelques mois. Qu'importe, puisque professionnellement, l'ascension continue. Robert Mitchum est adorable sur le tournage de La Rivière sans retour. Ce qui n'est pas le cas du réalisateur Otto Preminger, qui se montre particulièrement odieux avec la comédienne. La plus belle séquence du film, celle où Mitchum masse les pieds de Marilyn, sera d'ailleurs filmée par un autre metteur en scène appelé à la rescousse. Pour que son talent puisse éclore définitivement, Marilyn a besoin d'un réalisateur attentionné, d'un réalisateur intelligent, sensible et confiant. Ce réalisateur arrive, c'est Billy Wilder. J'ai toujours aimé travailler avec Billy. Il est un peu le père que je n'ai jamais connu. C'est tout simplement un gentil monsieur. Billy avait accepté de tourner 7 ans de réflexion sans l'avoir écrit pour pouvoir tourner avec moi. Il disait que j'étais à ses yeux ce que Hollywood peut offrir de mieux au monde.
Le film est resté dans toutes les mémoires pour la fameuse scène où le passage d'une rame de métro soulève ma jupe. Mais le fait marquant du film, c'est l'heureuse surprise de Billy, littéralement épatée par la précision de mes effets comiques. Everything's fine. A married man, air conditioning, champagne and potato chips. It's just a wonderful party. Tom Ewell, who created the original role on Broadway. Evelyn Keyes, Sonny Tubbs. Careful, I had my appendix out last year. I've been married for 7 years. And I'm afraid I'm coming down with what you and Dr. Steichel call the 7-year itch. What am I going to do? If something itches, my dear sir, the natural tendency is to scratch. I scratched last night. There was this young lady. Hi. We forgot about the stairs. Isn't that silly? It was very easy. I just pulled out the nails. Oh. It's perfectly safe. Nobody will ever find out. Well, where shall I sleep? Après l'énorme succès du film, je deviens l'idole de l'Amérique. J'ai enfin droit à mes empreintes au Grauman Théâtre. Je suis devenue immortelle. Parallèlement à ce triomphe professionnel, et après 3 années paisibles, ma vie privée se dégrade, sans doute à cause du syndrome qu'avait un jour évoqué Rita Hayworth. Les hommes vont se coucher avec Gilda, le lendemain matin, ils se réveillent avec moi. C'est alors que j'épouse le dramaturge Arthur Miller, une union qui provoque bien des ricanements. La différence d'âge et de centre d'intérêt aura raison de ce 3e mariage. Je prends de plus en plus de neuroleptiques. Le manque de ponctualité et l'absentéisme commencent à ternir ma réputation. Si certains réalisateurs comme George Cukor se montrent impitoyables, Billy sera au contraire adorable sur le plateau de certains lame shows où je donne le meilleur de moi-même. Don't fight it. Seul Tony Curtis se montrera insensible. Il déclara à la presse « Embrasser Marilyn Monroe, c'était comme embrasser une bouche d'égout ». Je répondis avec humour au journaliste « Il a dit ça parce que mes robes étaient plus belles que les siennes. The best picture this year will also be the funniest. Good night, sugar. Good night, honey. There's one thing sure, boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex or a picture about it. You stay here as long as you like. Wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone. Billy était très attentionné avec moi, car il sentait que je partais à la dérive. Mais il ne pouvait rien faire pour m'aider. Le désarroi de Marilyn est révélé au monde dans le magnifique film de John Huston, Les Désaxés. D'après un scénario d'Arthur Miller, Le mari répudié. Huston se montre patient et attentionné. Mais Marilyn va mal et je ne peux rien faire pour elle. All right, come on outside, Jack. Yeah. What's the trouble?
I got a surprise for you. Elle investit tout dans sa liaison avec deux hommes mariés, John et Robert Kennedy, respectivement président des États-Unis et ministre de la Justice. Liaison dangereuse. Yes, I'm looking forward to it very much. I would rather say that I have direct approval, and that is true. Marilyn est retrouvée morte dans son lit le 5 août 1962. L'enquête conclut au suicide par abus massif de barbiturique. La presse ne se gêne pas pour évoquer le nom des déesses de l'écran au destin tragique. Tout d'abord, Jean Harlow, bien sûr, l'idole de Marilyn, disparue prématurément à l'âge de 26 ans. Carole Lombard, morte dans un accident d'avion au faîte de sa gloire. Mais on évoque surtout la fragile et dépressive Barbara Lamar, l'une des plus célèbres vampes du cinéma muet, victime en 1926 d'un abus de stupéfiants alors qu'elle n'avait pas encore fêté son 30e anniversaire. L'émouvante fragilité de Marilyn, sa sensualité innocente, sa joie de vivre, parfois submergée par une vraie tristesse, n'ont pas survécu à cet ancien ordre d'Hollywood qui se dissolvait dans le tourbillon de la pop culture des années 60. Mais Billy Wilder était toujours là, anachronique survivant de cette époque glorieuse où les enfants des émigrants juifs d'Europe centrale bâtissaient cette usine à rêve qui allait modeler les comportements de l'Amérique, puis du monde entier. Quant à moi, après le triomphe de certains Lem Show, je fais à nouveau appel à Jack Lemmon pour La Garçonnière et Irma la Douce. Walter Matthau est mon autre interprète favori des années 60. Le public réserva un accueil chaleureux à ce duo irrésistible. Here, look at this. There's a compression of the fifth vertebra and a narrow disc. Are you sure? Why do you think I'm wearing this outfit? Because I'm a barber? And what is your learned opinion, Professor Windhofer? Fake. The incomparable team of Billy Wilder and Jack Lemmon, who told you about love in a walk-up in the apartment, love on the streets in Irma la Douce, love for your fellow man in Some Like It Hot, now tell you about love of money. How many men do you see? One. One cheap, chiseling shyster lawyer who, of all people, had to marry my sister. Nice talk. I'm handing you $250,000 on a silver platter. Je me retire un peu du business, me consacrant à une passion qui ne m'a jamais quitté, l'art. Depuis le début des années 30, j'ai parcouru le monde à la recherche de tableaux de maîtres et j'ai constitué l'une des plus belles collections privées du monde. Des Picasso, des Schiele, Kokoschka, Mondrian. Dire que j'ai croisé la route de ces grands hommes. Puis, Fedora est arrivé. Un chef-d'œuvre amer et tragique qui formait une sorte de suite à Sunset Boulevard. 28 ans après, le personnage de William Holden incarne un représentant ruiné cherchant à faire sortir de sa retraite une diva sur le retour. La fin de Fedora sera plus tragique encore que celle de Norma Desmond, traduisant mon amertume grandissante face à un cinéma auquel je me sentais désormais étranger. Avec Marilyn, la dernière star de l'envergure de Garbo, Harlow, Dietrich ou Lombard avait disparu. C'est ce deuil impossible, ce double déracinement dans l'espace et dans le temps que j'ai tenté d'exorciser dans ce film. En novembre 1977, pendant ce tournage dans les îles grecques, Wilder confia à un journaliste une déclaration remplie d'amertume et de nostalgie. J'ai connu Garbo, Swanson, Dietrich, Lombard et Monroe. Il n'y a plus aucune actrice de cette envergure aujourd'hui à Hollywood. Fedora ne raconte pas l'histoire de l'une d'entre elles en particulier.
c'est une combinaison fictive de toutes ces femmes. Les années 30 et 40 ont marqué ma vie à Hollywood. Tout cela est fini maintenant, et c'est bien triste. Toutes ces grandes actrices de l'écran ont dû affronter les mêmes difficultés que Fedora aujourd'hui. Les demandes, les pressions dévoraient la part la plus personnelle de leur vie. Je peux en parler parce que je les ai bien connues. Je me sens intimement impliqué dans chaque phase de leur histoire. Lorsqu'il a fait cette déclaration, c'est à Marilyn Monroe qu'il pensait. Les films qu'ils ont faits ensemble sont pleins d'une joie et d'une gaieté qui n'est que le pâle reflet de ces années mythiques du cinéma américain.